Peu après minuit, le 12 août 1994, on dépêcha des policiers de Woodbridge au New Jersey dans un secteur isolé près de la route numéro 1. Melissa Padilla, 25 ans, à moitié nue et battue, avait été trouvée assassinée, gisant à l'intérieur d'un tuyau de béton. Les techniciens en scène de crime commencèrent à fouiller les lieux à la recherche d'indices. Ils trouvèrent, éparpillés autour du corps, de nombreux articles d'épicerie achetés depuis peu. Il y avait également un billet d'$1 taché de sang et quelques mégots de cigarettes qui permettraient peut-être d'obtenir un code génétique. On trouva le short déchiré de la victime taché de sang pas très loin. Une des poches contenait encore le reçu d'épicerie sur lequel était indiqué 23h29. Pendant que les techniciens poursuivaient leurs recherches, le petit ami de Melissa, Hector Gonzalez, qui avait trouvé le corps, fut conduit au poste pour un interrogatoire. Il ignorait qui avait pu en vouloir à la vie de cette mère dévouée de 4 enfants. Hector déclara qu'après avoir couché ses enfants vers 23h, Melissa était partie faire quelques courses à l'épicerie. Il avait accepté de rester chez elle pour surveiller les enfants. Elle devait revenir dans moins d'une demi-heure. 1 heure plus tard, quand il constata qu'elle ne rentrait pas, il demanda à un ami de la chercher avec lui. C'est alors qu'ils avaient trouvé le corps de Melissa près de la route numéro 1 qu'elle empruntait toujours pour aller à l'épicerie. Hector accepta qu'on le soumette au test du détecteur de mensonges. Les résultats indiquaient qu'il n'était pas impliqué dans le meurtre de Melissa. Même si la police ne disposait d'aucun suspect, le mobile du crime était évident. Le lieutenant Lawrence Nagel du bureau du procureur de Middlesex County a travaillé sur cette enquête. La femme que nous avons trouvée sur la scène était nue de la taille aux pieds. Son visage était couvert de contusions importantes. Notre première impression était qu'elle avait été victime d'un prédateur sexuel. Lors de l'autopsie, le médecin légiste constata que Melissa Padilla était morte des suites d'une strangulation faite avec les mains. Son visage avait été sauvagement frappé. Même si, à l'évidence, elle avait été victime d'un viol, on ne trouva aucune trace de sperme. Fait troublant, il y avait de nombreuses contusions de petites dimensions sur son corps. L'une d'entre elles, sur le menton de Melissa, ressemblait à une morsure. Comme ce genre de blessure pouvait jouer un rôle important dans l'identification d'un suspect, on les photographia. Un agent du bureau du procureur de Middlesex County s'assura de respecter les normes de l'Association des odontologistes judiciaires. Maintenant, pour que ces traces de morsure aient la moindre valeur, les enquêteurs devaient trouver un suspect. Pour reconstituer les déplacements de Melissa, les enquêteurs réquisitionnèrent la caméra de surveillance de l'épicerie où elle était allée juste avant sa mort. On pouvait clairement y voir la victime acheter les effets retrouvés près de son corps. Le montant remis par le commis était le même que celui trouvé dans les poches de son short. On n'y voyait toutefois aucun individu suspect. L'analyse des éléments recueillis sur la scène du crime ne produisit pas de résultats intéressants. Bien qu'il y ait présence d'ADN sur les mégots de cigarettes, il n'y avait aucun moyen de savoir qui les avait jetés là, ni quand. De plus, toutes les traces de sang provenaient des blessures de Melissa. On chercha également des traces d'empreintes du meurtrier, mais sans succès. En dépit du manque d'indices prometteurs, la trace de morsure donnait un aperçu de la violence de l'agresseur. Thomas Capsack, l'assistant du procureur du bureau du Middlesex County, participait à cette enquête. La nature du crime suggérait que le meurtrier avait eu un accès de colère. La victime avait été brutalisée, elle avait beaucoup souffert. Lorsqu'il l'a mordue au menton, l'agresseur la regardait sans doute droit dans les yeux et il lui faisait sciemment mal. Les policiers examinèrent les dossiers des criminels sexuels connus du secteur. La prison d'État se trouvait à seulement quelques kilomètres de la scène du crime. Quelques prisonniers avaient été remis en liberté depuis peu. Les enquêteurs retracèrent chacun d'entre eux. Ils nièrent tous être impliqués dans cette affaire. On les élimina un à un après les avoir soumis à un test polygraphique. Les enquêteurs examinèrent ensuite plusieurs dizaines de dossiers d'homicide pour trouver un cas similaire. Malgré tous leurs efforts, 8 mois s'écoulèrent sans que l'enquête ne progresse. Puis, en avril 1995, les détectives reçurent un appel de la police d'État du Maine. On voulait obtenir les antécédents judiciaires d'un résident de Woodbridge, Stephen Fortin, 31 ans, détenu provisoirement pour avoir agressé une agente de la patrouille d'État. Pour le lieutenant Nagel, cette attaque avait des allures de déjà-vu. Au cours de la conversation avec l'agent de police du Maine,
On a appris que la policière avait été mordue par Stephen Fortin exactement aux mêmes endroits que Melissa Padilla. Les enquêteurs espéraient que c'était le coup de chance qu'ils attendaient. Ils se rendirent dans le Maine pour interroger la policière hospitalisée. Ils remarquèrent immédiatement la trace de morsure au menton de la victime, à l'endroit précis où l'on avait mordu Melissa. La policière, qui n'était pas en service au moment de l'attaque, leur raconta qu'elle avait aperçu une voiture garée au bord d'une route, dans le sens contraire de la circulation. Elle se rendit à la voiture. Le conducteur lui dit qu'il avait des ennuis mécaniques. Elle s'aperçut qu'il sentait l'alcool. Elle soumit le conducteur à un alcotest et constata qu'il avait trop bu. Pendant que la policière appelait au poste pour obtenir des renforts, l'homme l'attaqua soudainement par derrière. Elle perdit connaissance. Quand elle revint à elle, elle était assise sur le siège du passager de sa propre voiture. Elle avait le corps endolori et comprit soudain qu'il l'avait violée pendant qu'elle était inconsciente. Elle croyait que son assaillant comptait la tuer et se jeta à l'extérieur de la voiture. L'homme poursuivit sa route. Elle se rappelait ensuite s'être réveillée à l'hôpital. Son agresseur, Stephen Fortin, fut mis en détention provisoire moins d'1 heure plus tard. Après avoir examiné et photographié les blessures de la policière, il n'y avait plus de doute possible. Les deux attaques portaient la même signature rituelle. Par rituel, on entend qu'il obtenait une gratification sexuelle en commettant son crime. Dans ce cas-ci, le rituel correspondait à la signature, c'est-à-dire les coups portés aux yeux, au nez, ainsi que la morsure au menton. Pour les enquêteurs, de telles ressemblances entre les deux cas ne pouvaient être dues au hasard. Les policiers du New Jersey se rendirent à la prison de Kennebec County pour interroger Fortin relativement au meurtre de Melissa Padilla. Fortin reconnut qu'il vivait à Woodbridge, au New Jersey, au moment du meurtre, mais il déclara qu'il ne connaissait aucune Melissa Padilla et qu'il ignorait toute cette affaire. Il ajouta qu'il n'était jamais allé sur la route numéro 1, là où le corps de la victime avait été découvert. Il reconnut toutefois s'être bagarré avec la policière, mais il soutint qu'il ne s'agissait que de légitime défense. Les enquêteurs prélevèrent des échantillons de ses cheveux et de son sang pour les comparer aux indices recueillis sur la scène du crime. Même s'ils disposaient maintenant d'un suspect important dans cette affaire, ils avaient encore du chemin à faire avant de prouver que Stephen Fortin avait tué Melissa Padilla. Dans l'attente des résultats d'analyse génétique, les autorités du New Jersey interrogèrent les connaissances et amis de Fortin. Ils retrouvèrent son ex-petite amie qui vivait toujours à Woodbridge. Les mots pour décrire Fortin ne lui manquaient pas. Elle déclara qu'après une relation tumultueuse de 4 mois, ils s'étaient séparés abruptement après que Fortin l'eut brutalisé lors d'une dispute au cours d'une marche le long de la route numéro 1. Elle ajouta qu'après cette dispute, Fortin était venu lui présenter ses excuses. Elle avait alors remarqué des égratignures à son visage et à ses mains. Fortin lui expliqua qu'après leur dispute, craignant qu'elle alerte la police, il s'était enfui à travers bois. L'incident s'était produit le 12 août, le jour même de l'assassinat de Melissa. Grâce à cette déclaration, on savait maintenant que Fortin avait menti en déclarant ne jamais s'être trouvé sur la route numéro 1. Ce témoignage persuada les enquêteurs que Fortin était le meurtrier de Melissa Padilla. Malheureusement, l'ADN des mégots de cigarettes ne fournit pas de résultats concluants. Les experts examinèrent tous les indices à nouveau en espérant trouver autre chose, mais en vain. Pour eux, seules les traces de morsures pouvaient prouver l'implication de Stephen Fortin dans le meurtre de Melissa Padilla. En avril 1995, Stephen Fortin fut conduit au cabinet de Brian Morin, un dentiste de Waterville, dans le Maine. Pour prouver que Fortin avait bien mordu Melissa, les enquêteurs devaient d'abord obtenir un moulage de ses dents, mettant en relief tout détail exclusif à cette dentition.
Puis, on photographia la dentition, une règle graduée au millimètre près juste à côté pour pouvoir la comparer à la blessure de la victime. On prit ensuite les empreintes de ses dents du haut et du bas en utilisant du plâtre pierre, un produit plus dur que le plâtre de Paris. Une fois les moulages durcis, Maureen élimine tout matériau excédentaire, ce qui permet aux analystes de discerner les caractéristiques uniques des dents. Pour procéder à leur analyse, les experts n'avaient besoin que des moulages et des photographies grandeur nature. Tom Richardson, odontologiste judiciaire à Portland, dans le Maine, nous explique comment il procède. Nous disposons d'un moulage des dents de l'individu, ce qui nous donne leur forme précise et leur taille. Nous disposons également des photos à l'échelle de la personne qui a été mordue. Nous superposons les moulages aux blessures sur la photo. Nous pouvons ainsi voir s'il y a concordance ou non. À l'aide d'un logiciel informatique, les experts purent démontrer que les dents de Stephen Fortin correspondaient parfaitement aux marques de morsure sur le menton de la victime. L'écart entre les dents du suspect, la dimension des marques en demi-cercle des dents et les détails uniques de sa dentition concordaient parfaitement avec les blessures des deux victimes. Les enquêteurs disposaient maintenant de la preuve formelle de l'implication de Fortin dans le meurtre de Melissa Padilla. Les policiers croient qu'il a attaqué Melissa alors qu'elle rentrait de l'épicerie. Il était furieux à cause de sa récente dispute avec sa petite amie. Il s'est sauvagement abattu sur sa victime, la rouant de coups et la mordant à plusieurs reprises avant de l'étrangler. En février 2001, il a été condamné à mort au New Jersey pour meurtre et agression sexuelle grave sur la personne de Melissa Padilla. Il a également plaidé coupable des charges qui pesaient contre lui pour l'agression et le viol d'une policière du Maine. Il a été condamné à une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement pour ce crime.